avant d'aller vous inscrire, les groupes, de profiter du petit buffet, nous proposons de réagir et de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, on va faire passer le micro dans la salle pour vos réactions et vos questions. Je vous remercie d'avance. Est-il possible que le Conseil de l'Ordre puisse dire un petit mot? Volontiers. Ah oui, oui, pardon. Oui, bonsoir. Non, mais c'est une réunion. Je vais dire comme je suis désolé, hein, j'étais pas là ce soir, je t'ai fait faux bon, mais je suis pas très loin. Juste un petit mot quand même parce que ces projets de CPTS sont absolument extraordinaires et tu as fait un travail qui est vraiment fantastique. Et puis, en tant que représentante de notre profession médicale, il est particulièrement plaisant de voir l'implication des médecins dans ce genre de coordination. Notre profession commence à être un petit peu déshabitée par endroits et ces CPTS la remettent au premier plan. Nous sommes les acteurs de santé de premier plan quand même. Et c'est particulièrement agréable de voir des gens capables de se mobiliser de cette façon, malgré leur charge de travail, malgré la pression. C'est super bien. Et Mathieu Bansard, le petit jeune de la cohorte, même s'il est prêt à, à impliquer beaucoup de paramédicaux, etc., dans l'avenir de la région, c'est très bien que de toute façon, tout tournera longtemps autour de la profession, des professions médicales. Et cette CPTS en est vraiment l'illustration. Et moi, je souhaite beaucoup d'avenir à tout cela. Merci Au nom beaucoup. de l'ordre qui vous beaucoup, représente. Merci. Puisqu'on est aux réactions en visio, je ne sais pas si Grégory Schwartz nous entend. Est-ce que Grégory Schwartz nous entend? Voilà. Oui, je vous entends très bien. Tu veux nous dire un petit mot éventuellement sur la cellule et très rapidement ce que ça pourrait nous apporter? Oui, bonsoir tout le monde. Je vais tâcher de ne pas être long en cette fin de soirée, le plus synthétique possible. Effectivement, la cellule de coordination, Philippe, que tu as évoqué tout à l'heure, est une structure associative qui a pour mission de pouvoir de faire en sorte de fluidifier finalement les demandes de soins dites non programmées avec les possibilités d'effection de soins sur le territoire. Cette cellule, elle travaille déjà avec différentes organisations territoriales. On est passé de projets expérimentaux à des projets qui roulent maintenant, donc avec finalement une certaine expérience, une certaine expertise. L'idée étant de faire en sorte que, in fine, une demande de soins dits non programmés qu'on pourra définir ou redéfinir au cours du groupe de travail puisse être qualifiée par nos équipes et adressée au plus juste selon des critères à la fois géographiques, de dépendance du patient, des critères médicaux et évidemment des critères de disponibilité de temps médical sur le territoire. C'est d'organiser tout ça avec vous finalement et de fluidifier au mieux l'identification de ces demandes et puis de les adresser de manière à ce que... D'accord. Merci Grégory, merci. Je vais passer maintenant la parole à Stéphane Malher, directeur de la TSAM. Est-ce que Stéphane Malher nous entend? Oui, excusez-moi, j'ai eu un peu de difficulté à mettre mon micro. Je voulais juste faire une petite précision, c'est que... Si vous voulez bien vous présenter pour la salle. Oui, Stéphane Malher, donc je suis le directeur de l'ATSEAM, l'Association départementale de sauvegarde de l'adolescent à l'adulte de la Manche. Et nous avons un certain nombre d'activités médico-sociales sur la Manche.
Et je voulais juste faire une petite intervention. La santé, effectivement, est l'affaire des professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens et toutes les autres professions de santé. Mais je pense aussi que c'est aussi et peut-être avant tout l'affaire des patients eux-mêmes d'être acteurs de leur projet de soins et de leur parcours de soins. Et je voulais juste préciser qu'une des particularités du Nord-Cotentin, c'est d'avoir aussi des structures médico-sociales qui accueillent les publics les plus en difficulté, notamment les lits Halte Soins Santé, les appartements de coordination thérapeutique, l'appui santé, où on peut, avec nos collègues de l'association Femmes, accueillir des personnes en grande difficulté et qui présentent des problèmes de santé parfois très importants. Et donc, c'est pour ça que nous participerons avec plaisir aux travaux du PTSM. Du PTSM, oui, ça aussi, on le fait. Si, aussi, oui, c'est très bien. On est partout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Pour ça. Merci. Donc, il n'y a plus de demande de prise de parole en visio, donc je vous propose dans la salle, si vous avez des questions ou des réactions, on vous entend bien volontiers. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? En attendant que des gens posent des questions, je voulais simplement peut-être ajouter un point auquel je pensais en vous écoutant tous. En fait, on est dans le cadre d'un projet. Un projet, c'est évolutif. C'est pas figé à un moment T. Ça vit, ça bouge. Je veux dire par là que les groupes de travail avec les thématiques abordées, à chaque fois, il y a des champs différents à explorer. Ça fait du boulot, mais comment dire, c'est bizarre peut-être de dire ça, mais ne soyez pas trop ambitieux peut-être pour démarrer. Rappelez-vous que vous ne traiterez pas tout d'un seul coup, que par contre, ce qui est important, c'est d'amorcer la pompe assez rapidement et qu'au fil du temps, vous montiez en charge. Il ne faut pas balayer tout et prendre un truc à la fin qui serait peut-être décevant parce qu'il y avait trop de choses à dire. Donc, il faut sans doute, ça c'est un conseil comme ça, sans doute se contenter de quelques points par thématique, par groupe de travail, les bosser à fond, et puis être dans cette dynamique, pareil, d'avoir comme objectif de compléter tout ça au fil du temps. Voilà. Antoine, je t'embauche. Je t'embauche avec le guide. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est la nécessité de cadrer les choses pour avoir du concret. S'il n'y a pas de questions, moi je vais en solliciter des questions comme ça. Vas-y. Comment dire, il y a des CPTS. Qui parle? Emmanuel Géfray. Donc, il y a des CPTS qui sont déjà organisés en France. Et est-ce que, plutôt que de partir comme ça un petit peu à l'aventure, est-ce que c'est possible de s'appuyer sur l'expérience de ces CPTS? Comme par exemple, je vois les PSLA, c'est vrai que vous avez la tête un petit peu au projet pour s'apercevoir qu'à peu près tout le monde fait la même chose. Donc, est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit peu de temps aussi à avoir l'expérience? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur l'expérience des autres CPTS ou est-ce que les plus intéressants Tu veux répondre, Élise, ou pas à cette question-là? Moi, je peux déjà avancer une réponse. Bien évidemment, l'idée, c'est de constituer comme une base de données ou une banque de thèmes, ou je ne sais pas quoi, qui serait mutualisée et qui servirait à tout le monde. On est d'accord. Je rappelle qu'on est quand même au début de l'existence des CPTS. En Normandie, de mémoire, on en a 6 de fonctionnels aujourd'hui. Donc, ce n'est pas énorme non plus. Et par ailleurs, il faut bien noter, chaque CPTS se construit en fonction de son territoire, de son historique, de ses moyens, de ses ressources humaines. Finalement, une CPTS en milieu rural profond, et il y en a en Normandie,
Orne-Est, 90 000 habitants. La problématique n'est pas du tout la même que dans le Nord-Cotentin. Orne-Est, il y a 2 établissements de proximité. C'est assez facile à faire. Ici, il y a des établissements sanitaires publics privés, il y a du médico-social, il y a du psychiatrique, enfin, il y a tout ça. Et c'est plus enrichissant sans doute, et ce ne sera pas la même chose. Ceci étant, tu as... Oui, il faut également tenir compte de la dimension de cette CPTS. Je vous rappelle qu'on est sur une très grande dimension, sur une géographie particulière également, et avec ses spécificités, avec justement des mélanges de populations très divers. Et puis, la plus-value, c'est Accentis, puisque eux, ils ont déjà fait émerger pas mal de projets de CPTS. Et donc, ils ont cette connaissance, cette expertise. Ça, c'est important aussi pour vous. Hein. Oui, donc je vous disais que je voulais moi poser des questions. Est-ce que quelqu'un du CHPC pourrait nous dire en quelques mots, nous parler de Logibec, très brièvement? C'est Sabrine Cara, je peux le faire. Je ne sais pas si Fanny ou Anthony sont connectés. Anthony, Fanny et vous-même, carrément. On vous laisse parler. Alors, en primeur, vous êtes en distanciel en primeur et on laissera compléter par Stéphanie et Anthony. Alors, je fais juste le chapeau et j'explique le contexte du projet. Effectivement, Logibec est un outil qui a déjà fait ses preuves effectivement sur d'autres territoires dans une logique effectivement de faire de la pédagogie autour de l'accueil, de la reconnaissance des fréquentations au niveau des services d'urgence. Et des territoires comme Angoulême ou le Grand Est ont déjà fait l'expérimentation de ce travail et de permettre des patients qui se présentent aux urgences qui ne correspondent pas aux patients cibles attendus sur ces services, effectivement, d'être plutôt réorientés vers une prise en charge ambulatoire ou de ville. Et donc, effectivement, on a fait cette démarche-là dans la logique qui a présidé effectivement à l'expérimentation SAS ou effectivement le projet de réorientation. Donc, l'outil a été développé au Québec sur une logique qui était partagée, qui était celle, effectivement, de travailler en plus grande proximité, services d'urgence et autres, tout en assurant une continuité de prise en charge pour le patient. Donc, voilà, on a fait la ligne, et Anthony en parlait mieux que moi, sur les potentielles utilisations de cet outil. Donc oui, en fait, Logibec, c'est un logiciel canadien qui est déployé là-bas sur des cabinets privés et sur des hôpitaux. Le but, c'est de réorienter les patients. Alors, pourquoi la réorientation? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que la surcharge des urgences était néfaste non seulement aux soignants, mais surtout aux patients. Le but étant d'apporter la meilleure réponse et de graduer la réponse par rapport à un motif de recours et de réorienter les patients, si besoin, vers la médecine générale, dès lors que le recours au service d'urgence n'était pas nécessaire. Il faut rappeler que 70% des patients qui viennent aux urgences n'ont pas vu de médecin auparavant et on estime à peu près à 20% des patients qui peuvent être réorientés vers la médecine de ville. Alors, comment réorienter? C'est extrêmement compliqué parce qu'il ne faut pas qu'on mette les soignants en difficulté, il ne faut surtout pas qu'on mette le patient en difficulté, qu'on lui fasse perdre des chances. Et c'est pour ça qu'on a eu cette présentation de logiciel canadien qui, en fait, est un algorithme médical qui va, sur des questions et sur des arguments, exclure ou inclure le patient à la possibilité de réorientation. On ne réoriente pas un patient s'il ne le souhaite pas. C'est toujours volontaire par rapport à ça. On nous présente la démarche et il va accepter. C'est extrêmement souple puisque, en fait, on définit avec des partenaires, et c'est en ça qu'on va vous appeler parce qu'on a besoin de vous. On va définir avec des partenaires des nombres de patients, c'est-à-dire que tout est paramétrable, les pathologies qu'on vous envoie, le nombre de patients, les créneaux horaires, les horaires d'ouverture, c'est extrêmement paramétrable. C'est-à-dire que vos désirs sont les nôtres et nous paramétrons en fonction de vos souhaits. Encore une fois, il faut rappeler la surcharge des urgences, c'est un retard à la prise en charge d'un certain nombre de patients, un retard à la prise en charge de l'analyse des patients,
Et voilà, je pense que réorienter le bon patient dans le bon circuit, c'est aussi lui refaire découvrir le parcours du médecin traitant, qui est beaucoup oublié, surtout chez les jeunes. Voilà, donc ça a un intérêt non seulement pour les urgences, aussi pour la médecine de ville. Et je pense que c'est une bonne occasion qu'on travaille tous ensemble, puisque à travers ce logiciel, on pourra aussi communiquer, partager nos expériences. Il y a un suivi des patients qu'on peut réorienter. Voilà, il faut savoir que ce logiciel, en fait, 3% des patients seulement reviennent aux urgences après la réorientation et aucun patient n'a eu de perte de champ dans sa pathologie. Donc, c'est extrêmement sécurisé. Dans la continuité de ces échanges, je vous propose de redonner à nouveau la parole à Grégory qui, je crois, a retrouvé une ligne convenable. Je parle de la ligne téléphonique. Alors, vous allez me dire rebonjour si vous m'entendez ou pas. Oui, on t'entend. Bon, si c'est plus tolérable, je vais dire quelques mots alors sur la cellule de coordination de soins non programmés. Alors, comme Philippe l'a évoqué tout à l'heure, tout d'abord, c'est une structure associative qui a pour mission de fluidifier finalement le trajet du parcours patient depuis sa demande jusqu'à l'effectuation d'un soin le concernant. Ça veut dire tout et peu de choses, cette affaire. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, je viens d'entendre parler de Logibec, ce que je trouve être une solution particulièrement intelligente, qui est en capacité finalement de décider si un patient a absolument ou pas besoin d'être vu dans un service hospitalier des urgences. Bon, si le cas échéant, il ne l'est pas, c'est là qu'on trouve notre place, par exemple, à la cellule de coordination des soins non programmés, dans un modèle dont on pourra discuter. Car, OK, le patient donc, n'a pas grand-chose à faire aux urgences, mais alors, qu'est-ce qu'on en fait après ? Nous, à ce moment-là, l'idée, c'est de prendre le relais, d'identifier plus précisément sa demande de soins, de la qualifier, de la catégoriser, et en fonction de critères médicaux, des critères de dépendance, des critères géographiques et de critères de temps médical disponible sur le territoire, eh bien, ce qu'on appelle nos assistants de coordination médicale identifient toutes ces données et réadressent derrière le patient vers le soin qui sera le plus adapté à sa demande. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui prend un certain temps humain, de nombreuses procédures pour faire en sorte qu'au final, tout le monde soit à la fois sécurisé, mais surtout gagne du temps et de l'efficience pour qu'un patient ne se retrouve pas dans une situation où il n'a rien à faire aux urgences, par exemple, et où derrière, il ne sait pas trop à quelle porte taper parce que comment identifier finalement toutes ces plages de disponibilité de temps médical pour le soin non programmé. Ça, c'est le boulot de la cellule. C'est vrai que jusque-là, on a déjà travaillé sur des projets expérimentaux d'époque, des projets expérimentaux qui se sont transformés en essais assez réussis. J'entendais parler tout à l'heure de la CPTS Orne-Est, effectivement, où la cellule de coordination prend en charge justement les demandes de soins non programmés pour les orienter le plus habilement possible vers des temps médicaux structurés, dédiés, préidentifiés. Et voilà, comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte que ce ne soit plus un problème de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces patients qui doivent être vus dans un délai relativement court, sans pour autant que ce soit une urgence médicale, et tous ces patients qui n'ont pas de médecin traitant et qui tapent à des portes et qui ne peuvent pas répondre faute de temps disponible. On pourra en discuter pendant les groupes de travail, mais c'est toute la mission de cette association. Bien entendu, tu seras inscrit dans ces groupes de travail. Bien, je voudrais dès à présent donner la parole à Patricia Goupil, la directrice de la Polyclinique. Oui, donc c'est pour réagir effectivement à cette CPTS qui se lance. Alors c'est vrai que la Polyclinique et l'ensemble des personnes qui sont présentes ce soir se sont mobilisées depuis plusieurs années sur l'émergence de notre CPTS. Là, je suis ravie ce soir de voir qu'on arrive à une première étape qui s'amorce au fin d'année. Et j'aurais tendance à dire, comme Antoine Leveur a pu le souligner, il faut y aller maintenant. Et assez rapidement, ça c'est le tempo donné par Atlantis qui me semble bien. C'est-à-dire 2-3 mois pour arriver à sortir des choses concrètes, c'est ce que j'en retiens. Pour la polyclinique en tant que telle, j'en parlais avec mon voisin, le docteur Buana, chirurgien digestif, on s'inscrit déjà sur plusieurs groupes de travail, pas forcément sur tous, Christian.
Mais donc oui, on va aller s'inscrire pour amorcer les groupes de travail. Merci. Est-ce que quelqu'un de la Fondation Au Sauveur voudrait intervenir? Merci. Bonjour, je me présente Dr Jean psychiatre et donc responsable de psychiatrie adulte sur la zone de Cherbourg, Madame Bio, la voisine qui est la directrice administrative du pôle en question. Bien sûr, on s'est manifesté rapidement auprès de M. Chollet sur l'intérêt de l'obtention au cas de la constitution de la CPTS. Alors, arrivons depuis peu depuis mars sur notre temps, oui, j'ai pu constater autant la pratique de la plaidoirie médicale et paramédicale, mais aussi sur la santé mentale, la problématique des addictions, du risque suicidaire, avec une population qui est très fragile à ce niveau-là. Et nous sommes vraiment partants pour travailler dans les groupes de travail, l'amélioration à la fois de la collaboration existante avec les médecins généralistes et le monde libéral, sachant qu'il y a très peu de psychiatres libéraux dans le contemporain. Je pourrais dire qu'on a malheureusement le monopole de l'activité en question avec les médecins généralistes, c'est une grosse activité de psychiatrie. Et nous souhaitons, avec les collègues libéraux, arriver à améliorer cette articulation. Et à la fois aussi, sachant que vous prenez en charge beaucoup de personnes souffrant de troubles psychiques, vous aidez aussi dans la promotion des patients que vous avez qui ont des troubles psychiatriques. Voilà, nous participerons à un certain nombre de groupes. Nous avons déjà cité les grandes questions. Merci. Merci beaucoup. On a entendu aujourd'hui l'actualité sur la santé mentale avec des annonces concernant les psychologues d'une part et aussi des nominations de postes dans les CMP, si j'ai bien compris. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, juste revenir, parce que, petite précision quand même, la CPTS va avoir des outils. Sur les soins de programmés, on a des outils. Sur la réorientation, on a des outils. Le DAC, dont on a parlé tout à l'heure, dispositif d'appui à la coordination, qui fait fusionner la plante territoriale d'appui, qui avait plutôt une vocation sanitaire et Maya, vocation personnalisée. Ce sera un outil aussi pour les CPTS. Dans les groupes de travail, on n'ira pas creuser sur les sujets du DAC. C'est important. C'est-à-dire que dans les sujets traités, on sera sur les missions de la CPTS. Il y aura des liens, mais on fera très attention, en tout cas nous, garant la méthode, à rester sur les missions des CPTS très proches des professionnels et de la communauté à créer. Et comme disait Antoine tout à l'heure, on réglera tout de suite. C'est important d'avoir ça en tête pour les groupes de travail. Il y a une question qui nous est posée là, sur le chat sur le logiciel Logibec pour savoir si c'est compatible pour remplacer une application comme celle qui était proposée en expérimentation comme Anthrax. Ça n'a rien à voir en fait. Hein. C'est un outil de réadressage et pas de coordination. Voilà. On est vraiment sur un logiciel métier adressé aux infirmières d'orientation. Oui, donc le logiciel Logibec est un logiciel métier pour les infirmières de réorientation et n'ont rien à voir avec un outil de réadressage, de coordination, pardon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait prendre la parole, poser des questions? Oui, tenez. Je vais changer de casquette. Oui. Étant maintenant directeur médical du DPI, on parlait d'outils tout à l'heure en particulier, peut-être qu'on peut mettre en place des outils de communication entre l'hôpital et la ville. Et c'est vrai que je pense que ces outils doivent être partagés et par nous et par vous. Je pense que de choisir isolément, c'est peut-être une erreur. Et que dans ce choix d'outils de communication, s'il doit impliquer des expertises, en particulier sur des spécialités qui amènent à mettre en place des choses chez nous, je pense que voilà, il faut qu'ils soient partagés et choisis en commun.
Oui, M. Decamps. Oui, donc Philippe Decamps, directeur de la caisse primaire de Sciences Médicaments. Je souhaitais que tous les professionnels s'expriment avant. Mais je pense qu'on a beaucoup de la soirée. Alors, je voulais simplement dire que vous avez fait un travail remarquable. Je ne suis pas étonné parce qu'on a suivi ce travail de proximité. Vous avez été accompagné et vous arrivez à peu près au terme de votre travail et vous allez entrer dans l'accord conventionnel professionnel. Et à partir de là, nous serons des partenaires un peu plus présents et nous ferons partie de ceux qui vous accompagneront avec plaisir. Je pense que ça va se faire très vite parce que vous avez fait l'essentiel du travail, me semble-t-il. Nous serons très heureux de travailler désormais avec vous, de manière plus proche et de vous accompagner. Bravo à vous tous. Merci. Juste un petit mot encore. J'ai été un peu pas étonné de ne pas avoir entendu parler, entendu prononcer le mot télémédecine, qui pour moi fait partie maintenant des modèles organisationnels en termes d'offres de soins. Et donc, sans aucun doute, c'est sans doute pas dans vos priorités, mais je pense qu'il faut l'inscrire. À voir au fil du temps, comme on l'a évoqué tout à l'heure, et garder ça à l'esprit quand même. Ça va être un outil qui va nous rendre des services, quand tout le monde en aura bien compris les usages. Aujourd'hui, les dispositifs sont quand même facilitants, on va dire, notamment conventionnels. Et donc, je souhaiterais que pour le Nord-Cotentin, la télémédecine soit un des axes de développement en termes d'offres de soins pour les mois et voire années à venir. Mais en tout cas, il faut l'inscrire comme tel. Oui, en effet, Antoine, c'est un sujet qui n'a pas été inscrit en tant que tel sur un atelier pour pharmacologie, qui est un sujet très transversal. Et sans aucun doute, dans chaque atelier, on essaiera de voir quelle est la pertinence de l'apport de cette télémédecine sous une forme ou sous des autres, la téléexpertise, etc. D'autres questions pour l'instant? Bon, écoutez, je vous remercie pour votre présence ce soir et je vous propose d'aller à la fois profiter du buffet et vous inscrire, bien entendu, dans les différents ateliers si cela vous intéresse. Merci à vous.